On va démarrer. Bonjour et merci de votre présence à cette nouvelle webconférence qui est organisée dans le cadre du réseau eau, du réseau environnement développement durable et du réseau voirie et espace public. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le CERIB, donc le Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton. C'est un acteur que l'on connaît bien sur le réseau eau, puisque c'est le CERIB qui est chargé de l'évaluation technique des installations d'ANC en vue d'obtention de leur agrément. Cet après-midi, nous n'allons pas du tout revenir sur cet aspect-là. On va traiter un autre sujet. On va effectivement échanger sur les résultats d'une étude qui a été menée par le CERIB pour évaluer l'impact environnemental d'un réseau d'assainissement pendant son cycle de vie. J'accueille avec plaisir donc les intervenants, Monsieur Lionel Monfron et Monsieur Nicolas Decousser du CERIB. Ils vont donc d'abord revenir sur cette étude pendant 40-45 minutes, et puis nous aurons ensuite un temps d'échange avec vous. On prendra vos questions, vos réactions. Pour rappel, pour pouvoir interagir, vous aurez à l'écran, je vais tout de suite vous le montrer, un petit module QR en bas à gauche. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, et moi je relayerai à l'oral tous vos éléments. J'affiche le support de présentation de mes intervenants et je leur laisse la parole. C'est une étude que nous avons faite sur la qualité environnementale des réseaux en béton, et puis j'irai d'une part pour quantifier leur impact environnemental au cours de tout leur cycle de vie, et également pour voir comment ils se positionnent par rapport à d'autres solutions dans d'autres matériaux. Cette étude a été réalisée sous le pilotage du CERIB, qui dispose, d'un département d'évaluation environnementale, et également par une mission que nous avons confiée à PwC, donc consultant extérieur, parce que cette étude ne concernant pas que nos produits, il nous paraissait important d'avoir un regard extérieur pour l'analyse, pour être sûr que on prenait bien en compte les spécificités des différents produits, et puis pour assurer, un regard impartial sur cette approche. Cette étude a ensuite fait l'objet d'une revue critique, nous y reviendrons ultérieurement. C'est vous qui passez? Normalement, vous avez la main. Non. Bien, donc l'étude a un nom un petit peu à rallonge, qui est donc qualité environnementale des réseaux d'assainissement, positionnement des réseaux en béton dans les diamètres 400 et 600 face aux solutions grès, PEHD, polypropylène, PRV et PVC. Il est important de clairement définir son contour pour savoir à la fois ce qu'elle contient et ce qu'elle ne contient pas. C'est une étude qui est applicable au marché français. Alors au marché français tout simplement parce que en ce qui concerne les produits en béton, c'est une activité essentiellement nationale et nous n'avions pas vocation de tirer des conclusions pour d'autres pays. Elle se base sur une analyse de cycle de vie. On vous expliquera un petit peu par la suite en quoi cela consiste. Ce qui est important à retenir, c'est que c'est une approche multi-étapes, c'est-à-dire qui inclut toutes les étapes du cycle de vie, de l'extraction des matières premières nécessaires à la fabrication des constituants du réseau jusqu'à la fin de vie du réseau, et prenant évidemment en compte également ses conditions de service. C'est une approche également multicritère, c'est-à-dire que l'on ne se concentre pas uniquement sur un indicateur environnemental. On a l'habitude des bilans carbone, de l'impact CO2, etc. Il est important, quand on a une approche environnementale, de ne pas se réduire à un seul indicateur, et on va vous expliquer ensuite quels indicateurs nous avons retenus. L'objectif de cette étude, c'était clairement de déterminer les impacts environnementaux des produits préfabriqués en béton sur des réseaux classiques, et on va revenir après sur cette notion de classique pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le sujet, et puis de fournir, des éléments qui permettent, à tous les acteurs du marché de pouvoir évaluer
leur impact environnemental, soit dans le cadre, je dirais, d'approches génériques au niveau de collectivités locales, soit chantier par chantier éventuellement. Le plan de notre intervention sera le suivant. On va dans un premier temps s'interroger sur comment évaluer la performance environnementale des réseaux d'assainissement, puis comment définir les conditions représentatives d'un réseau d'assainissement, puisqu'il y a un certain nombre d'hypothèses à prendre en compte, et puis après on verra comment on a pris les écarts par rapport à ces hypothèses. Une question qui forcément doit être posée quand on a cette approche, c'est quelle durée de vie typique pour un réseau d'assainissement. Et puis je vous disais que notre étude était multicritère, donc quels indicateurs d'impact environnementaux a-t-on choisi, et puis enfin quels sont les résultats. Alors notre étude est une étude très conséquente avec beaucoup de scénarios possibles, donc évidemment nous allons vous en présenter une synthèse et il n'y aura pas forcément tous les détails, mais n'hésitez pas s'il y a des points qui vous paraissent insuffisamment traités à nous interroger. C'est pour ça que nous avons, je dirais, prévu un échange à la fin de notre exposé. Donc, comment évaluer la performance environnementale des réseaux d'assainissement? Un petit flashback historique, hein. Je dirais c'est une préoccupation, je dirais, croissante d'un certain nombre d'acteurs. On vous a mis quelques exemples, je dirais, sur cette planche. Quand j'ai vu la liste des participants, je me suis dit qu'il y a d'autres gens qui, sans doute, allaient dire qu'ils avaient fait des choses et qu'on ne les avait pas pris en compte. Excusez-nous, voilà. Donc, c'est une démarche qui est commune aux acteurs de l'eau et de l'assainissement. Et voilà, à titre d'exemple, je voulais citer que, par exemple, les Eaux de Paris ont entrepris de faire leur bilan carbone pour la production d'eau de consommation, et puis que l'ASTE a publié un guide méthodologique d'évaluation des émissions de gaz à effet de serre pour les services de l'eau et de l'assainissement. Donc, ce n'est pas exactement notre champ d'application, on est beaucoup plus restreint, hein, beaucoup plus restreint sur le périmètre visé, puisqu'on va se concentrer sur un réseau d'assainissement uniquement, beaucoup plus large, parce que nous ne sommes pas limités au gaz à effet de serre, mais nous avons opté pour une approche multicritère. Alors, cette démarche environnementale, l'industrie du béton l'avait, je dirais, initiée il y a déjà à peu près 10 ans, hein, puisque les premières fiches de déclaration environnementale et sanitaire qui ont été publiées par l'industrie du béton datent de 2004. Et c'était les premières fiches non seulement pour les tuyaux et les regards de visite en béton, mais c'était également les premières fiches pour les produits en béton de façon générale. Nous avons commencé par l'assainissement pour cette approche. Entre 2004 et 2013, les choses ont un peu évolué méthodologiquement parlant. Je dirais c'est toujours la même chose. Quand une démarche se lance, les débuts, même s'ils sont encadrés par une norme, et on va y revenir, sont peut-être un petit peu balbutiants ou nécessitent encore des ajustements, des interprétations. Les produits évoluent également, et donc il est important, à partir d'une première étude, de pouvoir la compléter, de savoir comment on se situe 10 ans plus tard. Je vous disais qu'en 2004, nous avions sorti des FDES pour les tuyaux et les regards. Celles que vous voyez en image à l'écran sont celles de l'année dernière, donc les fiches actualisées, avec une grande différence qui est que vous avez l'ensemble du cycle de vie sur les fiches de 2012, alors qu'en 2004, il était encore admis de pouvoir éventuellement ne pas avoir l'ensemble du cycle de vie. Je dirais c'est clairement une approche qui n'est plus l'approche adoptée, même si on peut évidemment se poser la question quand on fait un investissement de savoir quelle est sa part investissement et suivant les acteurs du marché, certains vont se focaliser sur la phase construction, d'autres vont prendre en compte ou non la vie en œuvre et la durée de vie. Ça dépend évidemment des acteurs. Et puis, il y a eu beaucoup, au cours de ces 10 dernières années, d'études de comparaison d'impacts environnementaux, également en assainissement. Il y a des choses qui ont été publiées dans
pas mal de pays d'Europe, prenant en compte un certain nombre de produits, n'en prenant pas en compte d'autres. Il y avait une étude relativement complète qui avait été faite, notamment par nos confrères de l'industrie du béton au Royaume-Uni. Il nous a paru important de pouvoir positionner les produits du marché français, les produits en béton, et donc c'est pour ça que nous avons entrepris cette étude. Donc, je vais prendre la parole pour vous parler un peu de la méthodologie en fait, qui a été suivie pour réaliser cette étude. Donc, elle est basée sur l'analyse de cycle de vie, qui est maintenant la méthode, qui est une méthode de référence, hein, la méthode de référence pour l'évaluation environnementale, quand on essaye de faire le bilan environnemental de produits ou de services, et notamment donc dans le cas d'une portion de réseau, elle est tout à fait applicable et logiquement, donc c'est celle qui a été utilisée. Alors, Lionel disait tout à l'heure que c'est une approche multi-étapes, puisque en fait, on va considérer l'ensemble du cycle de vie, là, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui du réseau, donc en partant de l'extraction des matières premières pour les produits, les remblais, etc., le transport de tous les matériaux et tous les produits sur site, la mise en œuvre du réseau lui-même, sa vie en œuvre, avec toutes les interactions qui vont avoir lieu à cette étape, et puis la fin de vie finalement du produit, bouclant ainsi le cycle de vie. Alors sur ces différentes étapes, on va calculer l'ensemble des flux de matière et d'énergie qui vont rentrer dans ce système, qui vont être consommés, et puis les flux de matière ou d'énergie qui sortent de ce système, donc sur ces différentes étapes. Alors c'est une norme, oui, j'ai oublié de vous le préciser, qui est encadrée, une méthode qui est encadrée par des normes de la série ISO, donc en particulier les normes 14040 et 44 qui ont été suivies dans cette étude. Alors ce calcul de flux, de bilan de flux en entrée et en sortie, s'appelle l'inventaire de cycle de vie. Ça arrive à une somme d'informations qui est assez importante, mais pas forcément très intelligible. On peut passer au suivant. Voilà, c'est pourquoi dans l'analyse de cycle de vie, il y a une étape suivante qui s'appelle la caractérisation, dans laquelle en fait on va traduire ces flux de matière et d'énergie en termes d'impact sur l'environnement pour les rendre plus parlants. Alors là, il y a différentes méthodes qui existent pour calculer ces impacts, qui sont nombreux et sur lesquels il n'y a pas forcément toujours de consensus. Là, dans le cadre de l'étude, nous avons choisi de nous rattacher aux normes qui existent, en particulier celle, donc vous avez la référence sur la diapo, NFP 01010, qui couvre donc, qui traite des déclarations environnementales et sanitaires pour les produits de construction. Donc on s'est rattaché aux indicateurs et aux méthodes de calcul qui sont exigées, qui sont préconisées dans cette norme, et que nous avons notamment utilisé pour faire les déclarations environnementales. Alors il y a une notion très importante en analyse de cycle de vie qui est l'unité fonctionnelle, c'est-à-dire que le bilan des flux, l'inventaire de cycle de vie qu'on réalise, et également le calcul des indicateurs d'impact environnementaux s'effectue par rapport à une quantité de produits qui va remplir une fonction donnée. Alors cette fonction, c'est ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle, et là, dans le réseau, on va vous en donner la définition qu'on en a retenue pour bien encadrer ce qu'on étudie et permettre ensuite une comparabilité en fonction de l'utilisation de différents matériaux. Bien, donc on va essayer de faire preuve de pédagogie. Vous avez plein de couleurs à l'écran. Le but est d'essayer d'expliquer pourquoi on a fait les choix. L'exercice est un petit peu difficile. Voilà, mais vous allez voir que dans l'unité fonctionnelle que l'on a décrite au départ, les codes couleurs se ramènent à des explications et on va les détailler une par une. L'unité fonctionnelle que nous avons pris en compte, c'est de transporter dans un tuyau de diamètre 400 sur 1 km, gravitairement ou occasionnellement sous faible pression, des eaux usées, pluviales et de surface, dans une canalisation posée en tranchée, sous chaussée, à une profondeur typique de 1,80 m au fil d'eau, dans un sol peu agressif, en respectant les conditions d'autocurage nécessaires à un bon fonctionnement hydraulique et les conditions d'accès pour garantir la sécurité d'exploitation, dans des conditions de pose classiques et en intégrant
et branchement à la canalisation. Alors, prenons les éléments un par un. Les éléments un par un, en termes de définition fonctionnelle, si on voulait être très puriste, on serait attendu à avoir transporté un débit donné, et non pas à le caractériser par un diamètre de canalisation. Ce choix a été fait pour une raison simple, c'est que de nombreuses études ont montré l'équivalence de performance hydraulique des canalisations, quel que soit le matériau, dans des conditions d'assainissement, hein, j'insiste, ce ne serait pas forcément le cas dans tous les cas. Et c'est pourquoi, pour un peu plus de lisibilité et également pour ne pas avoir à préciser une pente donnée ou quelque chose comme ça qui compliquerait un petit peu l'approche et rendrait l'approche beaucoup plus difficilement compréhensible, nous avons retenu un diamètre. Alors pourquoi le diamètre 400? Je dirais pour une raison très simple, hein, c'est que le diamètre 400 est parmi le diamètre, avec le diamètre 300, le plus utilisé en béton. Hein, donc clairement notre référence, elle a été de nous occuper d'abord, je dirais, de nos propres intérêts directs qui sont, si on veut regarder les linéaires faits et les tonnes produites, si on doit se concentrer sur un produit pour faire une analyse, c'est de se baser sur le plus courant. Nous avons également fait, je dirais, pour valider notre approche et puis pour écarter et je dirais, essayer de généraliser un petit peu ces résultats. Nous avons refait l'exercice sur un diamètre de 600 mm. Aujourd'hui, on va vous présenter que les résultats sur le 400 mm, sachant que je dirais, les conclusions sont globalement les mêmes sur le 600, même si les chiffres ne sont pas rigoureusement les mêmes. Je dirais les conclusions qualitatives sont les mêmes. Alors, les tuyaux en béton comme dans d'autres matériaux peuvent être utilisés en réseau d'eau usé, en pluvial et en unitaire, hein, je dirais indépendamment de ces matériaux, alors évidemment avec des conditions d'usage et d'utilisation. Hein. Ensuite, concernant le choix des sols, il correspond tout simplement à la majorité des cas rencontrés, hein, et donc nous sommes partis sur cette approche-là. Nous avons imposé une condition d'autocurage, et puis un certain nombre de conditions d'enfouissement des réseaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre approche, nous avons voulu non pas permettre d'évaluer la performance environnementale de tout réseau, mais de réseaux qui sont conformes aux règles de l'art. L'autocurage est une condition qui s'impose dans l'instruction technique de 77-284 notamment. Et puis, de toute façon, je dirais, tout concepteur de réseau sait que c'est la condition à la prévention d'apparition de H2S qui, indépendamment des problèmes de traitement en aval qui pourraient être causés, des risques de corrosion qui pourraient être causés, est une condition pour la sécurité d'exploitation des personnes. Hein, et d'ailleurs, globalement, quand on respecte les conditions d'autocurage, cela permet de ne pas dépasser les VLE, VME qui sont préconisés par la réglementation. Et puis, un réseau ne saurait fonctionner s'il n'y a pas, je dirais, accès au réseau pour son entretien, pour ses visites périodiques, pour sa réception. Et donc, là aussi, il fallait prendre une hypothèse. L'hypothèse que nous avons retenue, c'est tout simplement de mettre un regard de visite placé tous les 80 mètres, puisque c'est la distance maximum qui est retenue par le fascicule 70. Quant au choix des hauteurs, le choix des hauteurs, le 1,80 m correspond aux hauteurs moyennes des réseaux. Ça a été, je dirais, illustré dans les résultats d'une étude ASTE qui date d'une dizaine d'années. C'est ce qui ressort également, je dirais, des statistiques des fournisseurs de regards qui disent que leur hauteur moyenne est de 1,80 m. Donc, cette unité fonctionnelle permet d'avoir un réseau, je dirais, représentatif du marché. Après, bien sûr, nous aurions pu prendre d'autres hauteurs de remblai, nous aurions pu prendre, je dirais, d'autres conditions. Nous l'avons fait, et Nicolas Decousser reviendra dessus.
Nous l'avons fait pour voir si les résultats de notre réseau un petit peu, je dirais, de référence, si ces résultats étaient, je dirais, généralisables ou pas. Ils le sont, mais bon, on a fait un flashback, on va essayer de ne pas aller trop vite vers la fin tout de suite. Voilà. Donc, les tuyaux qui ont été considérés dans cette étude, je dirais, sont soit des tuyaux en béton, alors soit des tuyaux en béton, soit des tuyaux en grès, polyéthylène, polypropylène, PRV ou PVC. Je dirais de classes de résistance les plus courantes. Là aussi, un parti pris, je dirais, de bonne pratique et de bon usage. On voulait s'inscrire dans des bonnes pratiques d'assainissement, c'est de dire que nous avons basé notre étude sur des tuyaux qui disposent, enfin, à partir de les caractéristiques des tuyaux sont basées sur des tuyaux qui disposent d'une marque NF ou d'un avis technique à l'époque. Depuis, un certain nombre de produits qui disposaient d'avis techniques sont passés à la marque NF. Les produits n'ont pas forcément changé pour autant. Voilà. Alors, je dirais ça permet tout simplement de se dire que on part sur une logique de réseau durable. Avoir analysé l'impact d'un réseau d'assainissement, ses impacts environnementaux, c'est aussi évidemment prendre en compte la durabilité. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, si on regarde les hypothèses, je dirais, point par point, la profondeur du réseau, j'en ai déjà parlé, 1,80 m au fil d'eau, donc c'est les hauteurs moyennes des réseaux. Les regards de visite, on applique tout simplement les exigences du fascicule 70, de la norme EN 476, etc. Et donc un regard est visitable si son diamètre intérieur fait 1000 mm de diamètre, c'est ce que nous avons pris. La distance entre les regards de visite a été prise à 80 mètres, qui est le maximum autorisé par le fascicule 70. Nous avons fait également une approche sur une distance plus faible de 40 mètres parce que, je dirais, en agglomération, on est plutôt à des distances de 40 mètres entre réseaux et on voulait voir l'impact. Le transport, évidemment, dépend, je dirais, de la localisation des différentes usines suivant les matériaux. Je dirais, il y a des matériaux qui ont des usines, je dirais, qui ont une usine pour l'ensemble du territoire. Il y a des matériaux qui quadrillent le territoire. Donc, on a pris en compte, je dirais, les distances moyennes, matériau par matériau. Pour le béton, la distance moyenne d'approvisionnement pour des tuyaux comme des regards est de 150 km. La largeur de tranchée, je dirais, vous le savez bien si vous avez été confronté au chantier, les largeurs de tranchée, évidemment, suivant les cas, sont différentes. Là aussi, le parti pris d'une démarche vertueuse et encadrée, de dire, eh bien, tout simplement, il y a une référence, c'est le fascicule 70 qui fixe les largeurs de tranchée. Nous nous basons sur les largeurs du fascicule 70. Le mode de pose, bien conforme au fascicule 70, je dirais, quant à l'utilisation des produits, quant au niveau de compactage utilisé, avec la prise en compte, je dirais, des pratiques usuelles des différents matériaux, les matériaux rigides ayant l'habitude d'un remblai, je dirais, soigné jusqu'au rein plus 10 cm, les matériaux flexibles préconisant dans leur document d'accompagnement un remblai jusqu'à la génératrice supérieure plus 10 cm. C'est ce que nous avons pris. Les distances d'approvisionnement des matériaux sont également importantes, puisque si on n'utilise pas de matériaux, on ne réutilise pas les matériaux extraits, eh bien il faut aller mettre les matériaux en décharge et puis il faut en ramener, je dirais, pour faire le remblaiement. Donc la distance d'approvisionnement des matériaux de tranchée a été prise égale à 20 km. Et la distance de mise en décharge des matériaux de tranchée a été prise égale à 50 km. Là aussi, c'est une approche statistique sur le territoire français. Alors, là, je vous ai donné un certain nombre d'éléments.
ce qui nous a paru important de mettre en exergue, c'est les difficultés et puis les problèmes méthodologiques que nous avons rencontrés dans cette étude. Hein. Et donc, je vais faire quelques focus sur quelques points. Vous allez voir, étape du cycle de vie par étape du cycle de vie. Si on commence par la production, sur la production, une chose qui est importante, et que j'ai pas suffisamment développé quand je vous ai présenté l'unité fonctionnelle, hein, c'est que l'unité fonctionnelle est bien évidemment définie en termes de mètres de canalisation. Vous avez vu que dans l'unité fonctionnelle, on a pris un réseau d'1 kilomètre de long. Pourquoi? Parce que on a vu fleurir à une certaine époque, des fois ça perdure, des comparaisons, je dirais, de solutions au kilo. Hein, sauf que des comparaisons de solutions au kilo, ça revient à dire que finalement on prend pas en compte, on suppose que les tuyaux, quel que soit leur matériau, pèsent le même poids. Alors on est bien placé dans l'industrie du béton pour savoir que nous avons des tuyaux qui pèsent plus lourd que les autres, et donc si nous disions au kilo, nous sommes équivalents aux autres, sans doute que mètre on ne le serait pas. Voilà, donc bien évidemment, l'unité fonctionnelle et les comparaisons qui se font en matériaux ne peuvent pas se faire au kilo de matière et se font nécessairement au mètre linéaire de canalisation. Voilà, je vous l'ai déjà évoqué, mais évidemment à la production on prend une approche multicritère et on ne se limite pas aux critères de CO2. Et puis, un point qui est également important dans cette approche, je parlais de kilos de matière, une fois qu'on a enlevé cette mauvaise idée de la tête de comparer des kilos de matière, il faut se poser la question c'est pas de la matière qu'on compare, c'est pas du kilo de PVC, du kilo de grès ou du kilo de béton qu'on compare, c'est des mètres linéaires de tuyaux. De tuyaux, ce qui veut dire que quand on va se poser la question de l'apport, enfin de l'impact de la production, bien évidemment, il faudra prendre en compte les contraintes de process, de fabrication, il faudra prendre en compte également les contraintes de livraison des matières premières. Passons à la deuxième étape du cycle de vie, qui est les transports. Bon, là, je vous en ai déjà parlé pour le choix des distances de transport. Voilà, au passage, quand on a étudié la solution béton, elle se base sur les valeurs des 59 usines qui disposent de la marque NF pour les produits que nous avons considérés dans l'usine, dans l'étude, pardon. Au-delà de ces distances d'approvisionnement, il y a évidemment le mode de transport et de chargement. Il est clair que quand on va remplir un camion pour une livraison de tuyaux, il y a des tuyaux lourds dont la capacité du camion va être limitée par le tonnage. Et puis, il y a des tuyaux légers qui vont limiter le camion va être limité tout simplement par le volume. Donc, je dirais, faire une approche en se basant sur des tonnes transportées, en disant je vais pouvoir transporter 24 tonnes dans un camion, ce serait occulter un problème de volume. Et vice-versa, occuper tout le volume, ce serait, dans certains cas, prendre des hypothèses fallacieuses. Le taux de retour des camions à vide a été pris également en compte, parce que on a des appros qui, des fois, permettent d'aller livrer les tuyaux, et puis le camion, il faut qu'il revienne, il n'est pas forcément chargé, et là aussi, nous avons pris, je dirais, les hypothèses représentatives des transports en France. Concernant la mise en œuvre, je vous en ai déjà dit quelques mots. Donc, qu'est-ce qui a été pris en compte dans la mise en œuvre? Donc, on s'est basé sur une tranchée, je dirais, conforme au fascicule 70 ou à la norme NCF 10, mais avec les largeurs du fascicule 70. Et ont été pris en compte, bien évidemment, l'utilisation des engins de terrassement, de pose, de remblaiement, donc les pelles, les chargeuses, les compacteurs, la gestion des déblais, donc je dirais leur évacuation, le fait qu'ils soient ramenés, le taux de rebut des produits. Il y a toujours un petit peu de casse sur un chantier, même si elle est un taux très limité sur les chantiers d'assainissement. Le mode de pose, je n'y reviens pas, entre les différences entre les hauteurs de remblai, je dirais, d'objectifs Q4 ou Q5 pour les tuyaux flexibles ou pour les tuyaux rigides.
Et puis bien évidemment, le fait, comme je vous le disais, que la pose s'est basée sur le respect des règles de l'art, donc qu'on pourrait symboliser par le schéma de la coupe type qui est à côté. Voilà. Concernant la vie en œuvre, alors la vie en œuvre, c'est un terme un petit peu de spécialiste de l'analyse de cycle de vie. Globalement, c'est ce qui se passe quand le réseau fonctionne, hein, donc c'est l'exploitation du réseau, hein, avant qu'il soit mort et qu'on se pose la question de son devenir. Donc, qu'est-ce qui va rentrer en ligne de compte? Eh bien, il va rentrer en ligne de compte les opérations d'inspection qu'il peut y avoir sur le réseau, qui peuvent être consommatrices d'énergie, qui peuvent générer des impacts environnementaux. Évidemment, l'entretien du réseau, hein, donc l'hydrocurage du réseau, les fréquences d'hydrocurage, et puis également les problématiques d'infiltration et d'exfiltration, hein, puisque alors là, on a eu, un choix à faire. Je ne rappellerai pas aux spécialistes que vous êtes les taux de perte sur les réseaux d'assainissement de façon globale, hein, qui sont de l'ordre de 30%. Il fallait évidemment, dans une démarche vertueuse, on aurait pris 0%. Hein, c'est pour ça qu'on fait des contrôles de canalisation. Alors là, on a un petit peu, dérogé à notre approche vertueuse, parce que autant on est sûr que quand on dit il faut appliquer le fascicule 70 ou prendre des produits de marque NF, il n'y a pas de souci, c'est quelque chose qui se pratique couramment. Autant partir sur le fait qu'un réseau générique aurait 0% de perte, ça nous a paru un petit peu trop fort comme approche. Donc on est parti sur un taux de perte intermédiaire, hein, de 15%, en faisant une étude de sensibilité, si on était parfaitement étanche ou si on était parfaitement non étanche, si je peux dire, en partant sur le taux de 30%, pour voir un petit peu les différentes approches que ça aurait engendré. Alors, un point qu'évidemment on ne peut pas ignorer, c'est la durée de vie des réseaux, hein, parce que si on investit dans un réseau d'assainissement, il y a des parts variables. Hein, la part variable, c'est la part mise en œuvre. Bon, en admettant qu'elle soit constante dans le temps, ce qui est une hypothèse qui peut être un petit peu forte, mais qui au moins permet d'approcher le problème. Bon, et puis il y a évidemment le problème de l'investissement et de l'impact environnemental de la construction des réseaux, qui, bien sûr, lui aussi va s'amortir, si je peux dire, sur la durée de vie du réseau. Donc c'est pas la même chose de construire un réseau pour 100 ans et de le construire pour 50 ans. La logique financière, il y a aussi la même logique, d'amortissement d'impacts environnementaux. Alors là, je vous ai mis... nous avons pris le parti, dans cette étude, de donner l'ensemble des données qui permettent de calculer l'impact environnemental sur l'ensemble du cycle de vie. Et nous avons pris également le parti qui me semble très raisonnable de ne pas fixer de durée de vie selon les types de tuyaux, tout simplement parce que c'était partir, dans des grands débats qui ne sont pas encore stabilisés. À l'heure actuelle, suivant que l'on regarde des études techniques, des études de gestion patrimoniale ou des revendications de fournisseurs, on a des chiffres qui peuvent être très différents. Pour ne fâcher personne, j'ai pris ici un document qui est un document allemand. Bon, vous voyez, alors je ne vous cache pas que le document allemand, il a été produit par l'industrie du béton et et comme par hasard, ils affichent un certain nombre de durées de vie. De 100 ans, de 50 ans, nous ne voulions pas rentrer dans cette polémique. Il y a un certain nombre de maîtres d'ouvrage et de gestionnaires de réseau qui connaissent, parce qu'ils ont l'expérience, parce qu'ils sont dans un endroit bien particulier, la durée de vie de leur réseau, qui ont pu éventuellement faire la différence entre les différents matériaux. Eh bien, nous leur donnons l'ensemble des outils pour pouvoir du coup faire le calcul jusqu'au bout du cycle de vie. Vous verrez que dans les résultats qu'on va vous présenter ensuite, on n'a pas voulu rentrer dans cette approche parce que les valeurs ne sont pas stabilisées. Et donc, nous sommes
nous vous présenterons uniquement les résultats en termes d'investissement sur réseau neuf. Alors, cette durée de vie typique, il faut quand même avoir quelques grands chiffres en tête. Hein, c'est que évidemment, on a une course aux 100 ans de la part de tous les fournisseurs de matériaux. Hein, tout simplement parce que si on regarde les taux d'investissement et les taux de renouvellement des réseaux, on vous a rappelé les grands chiffres là qui sont issus d'une étude IFEN déjà assez ancienne. Mais hélas, la situation n'a pas beaucoup évolué. On voit que inéluctablement, ce qui serait raisonnable vu le taux de renouvellement des réseaux, ce serait d'avoir des réseaux qui durent 100 ans. Voilà. Bon, alors après, je vous laisse juge, de savoir si ceux que vous connaissez durent 100 ans ou ne durent pas 100 ans et lesquels. Bien, et puis un autre problème qui se pose dans l'évaluation des réseaux, c'est comment les évaluer, hein, et c'est aussi ça qui n'est pas stabilisé, et c'est pour ça que aller prendre une durée de vie de réseau, c'était faire un choix qui dépend forcément des priorités de gestion du réseau. On peut fixer la durée de vie d'un réseau sur sa performance hydraulique, on peut la fixer sur son taux de fuite, on peut la fixer sur sa performance structurelle. Et là, si on la fixe on peut aussi la fixer sur son aspect visuel, hein, c'est ce qui est fait le plus couramment, hein, par des inspections télévisées. Et le problème des inspections télévisées, c'est qu'elles se basent sur une norme, la NF EN 13508, déjà ancienne, qui ne recense pas nécessairement l'ensemble des défauts rencontrés. Bon, là, dans cette diapositive, vous voyez des défauts qui sont désormais, hein, dans la révision de cette norme, et vous voyez un certain nombre de défauts qui n'y sont pas. Bien, maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet, je dirais, impact environnemental. Maintenant que vous connaissez bien l'unité fonctionnelle, vous connaissez bien ce que nous avons voulu cerner et les limites de notre étude, Nicolas Decousser va vous expliquer le choix que nous avons fait des indicateurs, ce qu'ils représentent et éventuellement leurs limites d'interprétation. Oui, donc après cette explication de contexte et d'hypothèse, on en revient aux indicateurs environnementaux. Donc j'ai abordé rapidement le sujet tout à l'heure en vous disant qu'il y avait effectivement plusieurs indicateurs qu'on pouvait considérer avec des modes de calcul différents. Donc nous sommes attachés aux indicateurs qui sont décrits dans la norme sur les déclarations environnementales de produits de construction et dans laquelle il y a à peu près une douzaine d'indicateurs, hein, avec pour certains des indicateurs détaillés, par exemple sur les déchets. On en a retenu pour cette étude 7 pour un souci de lisibilité. Ceux qui n'ont pas été inclus, en général, sont des indicateurs alors peu pertinents pour l'étude ou bien qui sont fortement corrélés à d'autres. Il y a par exemple certains indicateurs d'émissions dans l'air qui n'ont pas, comme la formation d'ozone photochimique ou la destruction d'ozone, qu'on n'a pas conservé puisqu'ils étaient corrélés en général aux autres émissions dans l'air. Donc vous voyez différentes familles d'indicateurs. On peut les classer alors en tout ce qui concerne les consommations de ressources. Alors on a un indicateur de consommation d'énergie primaire totale, qui est en général l'indicateur qui est retenu pour et qui intègre, je dirais, toutes les formes d'énergie qui vont être utilisées dans le système qu'on va considérer. Un indicateur d'épuisement, alors vous verrez ensuite dans les tableaux les différentes unités, là il sera exprimé en gigajoules, hein, donc il y a d'autres unités qui seront un petit peu moins claires sans doute pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, mais bon, on peut trouver de la littérature dessus. Il y a un indicateur d'épuisement de ressources non renouvelables qui lui qui est exprimé en kilos équivalents antimoine, donc en fait on rapporte les différentes matières consommées, y compris énergétiques, à un indicateur qu'on a choisi parce qu'il était intermédiaire du point de vue de son épuisement planétaire, qui est l'élément antimoine. Les consommations d'eau, alors vous allez voir, il y a deux indicateurs qui sont marqués un peu spécialement, je vais y revenir après, c'est les consommations d'eau et l'eutrophisation, puisque au cours de la revue critique qui a été faite sur cette étude, il y a eu certaines réserves émises sur ces indicateurs, donc on va y revenir par la suite. Donc consommation d'eau là qui cumule l'eau consommée simplement par le système. Production de déchets, on n'a pas fait le détail ici dans un souci de simplification, mais ça cumule les différentes catégories de déchets.
essentiellement, dans le cadre de cette étude, en fait, on a des volumes de déchets inertes plutôt que de déchets dangereux, par exemple, hein, si on prend les deux extrêmes de déchets. Les émissions dans l'air, alors le classique, enfin incontournable changement climatique, en effet, effet de serre, hein, donc qui correspond à un calcul sur les gaz à effet de serre. Hein. L'acidification atmosphérique, qui sera exprimée en équivalent SO2, et puis l'eutrophisation de l'eau, pour ce qui est des pollutions d'eau, c'est celui qu'on a retenu qui semblait le plus pertinent dans le cadre de cette étude. Alors, sur les indicateurs qui ont fait l'objet de réserve, il y a justement la consommation d'eau. C'est un indicateur en fait qui est qui selon les données les sources de données qu'on va utiliser, hein, soit de bases de données, soit de données de production, peut cumuler différents types de consommation. Donc, il n'est pas forcément uniforme dans la comptabilisation de l'eau qui est faite. C'est pour ça qu'il y a une réserve. Et vous verrez par la suite dans les résultats, ce sont des indicateurs qui sont grisés, qui sont repérés dans les histogrammes ou dans les tableaux pour montrer qu'ils sont à prendre avec des pincettes. Et également l'eutrophisation, donc où là, c'est pas trop un problème de comptabilisation même de l'indicateur, mais c'est plus du fait des hypothèses qui avaient été retenues dans l'étude, puisqu'il y a des hypothèses sur l'exfiltration donc durant l'exploitation des réseaux, qui ont une incidence assez forte sur cet indicateur. Du fait de la fragilité des hypothèses, comme vous l'a évoqué Lionel, il faut aussi prendre avec précaution cet indicateur. Pardon. Ouais. Alors, on en vient au résultat. D'abord, monomatériaux. L'une des sorties de cette étude, ça a été déjà de nous permettre de mettre à jour et de compléter les déclarations environnementales qui existaient déjà donc depuis 2004, hein, si j'ai bonne mémoire, sur à la fois les tuyaux d'assainissement en béton et puis les regards de visite en béton. Donc, comme on a fait une collecte de données nationales sur les productions, dans le cadre de cette étude, on a profité bien sûr pour remettre à jour nos informations. Donc, ce sont des fiches de déclaration environnementale qui sont disponibles sur la base INIES, hein, que certains d'entre vous connaissent sans doute, base nationale qui recense ces fameuses FDES, également sur le site du CERIB où elles sont téléchargeables dans leur intégralité, hein, avec tout le détail de l'information dans le cadre de la norme. Donc celle sur les tuyaux que vous venez voir et celle sur les regards de visite. On a, mais Lionel vous l'a évoqué en début de conférence, on a remis à jour, mais on a aussi complété puisque c'était des fiches qui à l'origine ne traitaient que de la production et du transport. On n'avait pas voulu donner d'informations complémentaires sur la mise en œuvre, étant donné la variabilité des possibilités de mise en œuvre, notamment de profondeur, etc. Et comme ça a un impact qui est assez important sur le résultat final, on avait voulu présenter que des données de production. Là, on l'a complété en mettant en fait, en utilisant les hypothèses de base qui ont été prises dans l'étude complète sur les réseaux. Alors, peut-être que juste avant de changer, hein, ce qui est important à voir, ces tableaux sont les tableaux donc, qui synthétisent l'ensemble des impacts environnementaux, hein, comme au format FDES, donc de façon beaucoup plus complète que les 7 indicateurs que nous avons retenus dans notre étude. Comme Nicolas vous l'a expliqué, ceux que nous avons supprimés sont ceux qui n'avaient, je dirais pas de rapport direct avec l'application assainissement ou qui étaient très fortement corrélés. Mais donc vous avez l'ensemble des résultats vraiment complètement normatifs dans ces fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Alors, une question qui nous est souvent posée, c'est oui, mais c'est bien beau de nous faire, je dirais, une approche d'une fiche de déclaration environnementale et sanitaire, mais finalement, si je suis proche de l'usine, si je suis loin de l'usine, si je la pose à 1 mètre, si je la pose à 3 mètres, ma canalisation, bien évidemment, je n'aurai pas le même résultat à la fin sur l'ensemble du cycle de vie.
c'est ce qui nous avait fait dans les, j'irais, il y a 10 ans et dans la version 2004, nous limiter uniquement à la fourniture des produits et à leur transport. Hein. Alors on avait déjà le transport, on avait déjà fait une petite hypothèse transport, mais on avait complètement neutralisé, je dirais, le côté chantier pour cela, hein, pour que clairement on voit l'impact direct du produit béton, indépendamment du chantier. C'était pas forcément très raisonnable parce que il y a forcément des différences, je dirais, vu les différences de type de pose. Si on veut comparer vraiment des solutions jusqu'au bout, il faut prendre l'ensemble du cycle de vie et donc forcément la mise en œuvre. Je dirais cette étude qualité environnementale des réseaux nous a permis, puisque comme je vous le disais, chaque fois que nous avions je dirais une valeur qui pouvait faire l'objet d'une fourchette. Hein. Je vous donne l'exemple de la profondeur de tranchée. Profondeur de tranchée, bon, on part sur 1,80 m fil d'eau, ça fait à peu près 2 mètres fond de fouille. Bon, mais ceci étant dit, il y a des réseaux qui peuvent être posés à 80 cm sous la génératrice supérieure. On n'a pas pris moins, toujours pour rester dans le cadre des hypothèses du fascicule 70. Et puis, il y a forcément des canalisations qui peuvent être posées à 3 mètres de profondeur. Hein. Et donc, on s'est dit, c'est quand même intéressant de voir, je dirais, l'impact de ces différentes variantes. Hein. Et donc, nous avons développé, je dirais, au CERIB, pour les produits en béton, un écologiciel qui permet justement, à partir de la médiane dont nous allons vous présenter les résultats, de pouvoir, mais de la médiane technique, hein, c'est pas de la médiane impact environnementaux, de pouvoir éventuellement se dire si finalement j'avais des données précises sur ma profondeur de tranchée qui n'est pas celle de l'étude, ou si j'avais des données précises d'exploitation, hein, je dirais suivant les collectivités, les fréquences d'hydrocurage ne sont pas nécessairement les mêmes. Si vous savez rentrer vos consommations et vos fréquences d'hydrocurage, vous pouvez adapter ainsi, je dirais, le calcul pour essayer d'approcher au plus juste, hein, je dirais, d'un projet. Donc, ces écologiciels ont été diffusés à l'intention des industriels du béton. Hein, et donc pour, je dirais, toute évaluation plus fine d'un réseau d'assainissement, sachez que sans doute que l'industriel le plus proche de chez vous, ou votre industriel favori, dispose de ce logiciel et peut vous aider dans cette approche. Voilà. Donc on en revient au résultat propre de l'étude. Donc en fait, on a bien entendu déterminé par cette étude qui ont tous été calculés. Alors vous avez là un exemple pour la consommation d'énergie primaire totale, donc qui était le premier indicateur, exprimé en gigajoules, en fonction des différents types de matériaux. Et puis des étapes du cycle de vie, donc production, transport, mise en œuvre, fin de vie. Vie en œuvre qui est là exprimée par année, en fait, hein, et qui permet donc de faire ensuite un calcul sur n'importe quelle durée de service du réseau. Et puis ensuite, la dernière ligne qui correspond au remplacement, c'est-à-dire à la nouvelle excavation, et puis remise en œuvre d'un tuyau, alors hors travaux de fourniture, c'est-à-dire qui ne comprend pas la production du produit. Dans ce cas, hein, c'est uniquement les travaux qui sont nécessaires à un remplacement. Alors, je complète un petit peu le propos. Je vous ai dit que nous avons pris le parti pris de ne pas fixer arbitrairement des durées de vie de réseau, ni des durées de vie de canalisation. Donc si un réseau devait durer 150 ans et que le choix du produit ne permettait pas d'atteindre cette durée de vie de 150 ans, il serait nécessaire de le renouveler 1, 2, 3 fois, ça dépendra de la durée de vie du produit. Hein. Et donc, nous avons fourni ici, pour la vie en œuvre, je dirais, l'impact environnemental généré année par année. Donc si c'est sur 150 ans, vous allez multiplier évidemment cette vie en œuvre par 150 ans, par 150. Hein. Et le remplacement, si vous devez faire un remplacement ou 2 remplacements pour atteindre la durée de vie de votre réseau visé, hein, eh bien, vous avez les données, effectivement, des pauses
repose, hors fourniture, à additionner pour pouvoir y arriver. Vous allez voir, comme on est soucieux de vous faciliter la vie, dans 2 ou 3 diapositives, on vous donnera même les formules pour arriver à additionner les différents chiffres. Donc ces différents résultats détaillés donc ont été, on vous l'a déjà évoqué au cours de la conférence, complétés, on va dire, par des analyses de sensibilité. Alors en ACV, si on a l'obligation de réaliser, hein, selon les normes, ce type d'analyse complémentaire. Dans le cadre où on a pris des hypothèses dont on n'est pas complètement certain ou qui peuvent varier, des hypothèses d'entrée, pour voir de quelle façon ces hypothèses peuvent avoir une incidence sur les résultats, sur les conclusions de l'étude. Alors là, vous avez un exemple d'analyse qui est une sensibilité qui a été effectuée sur les transports, puisqu'on a pris, comme Lionel vous le disait, des distances de transport représentatives pour les différents matériaux en fonction du quadrillage d'usines de production. On a pris là tous les matériaux avec une même distance de 200 km par exemple, et puis on peut voir sur l'histogramme, c'est la barre d'erreur, hein, donc sur les graphiques. En ne regardant là que deux indicateurs principaux, on va dire, on l'a pas forcément fait toujours pour tous les indicateurs, mais en gros ils suivent pour les transports, clairement le même profil. On voit que ça change très peu, là, en l'occurrence, hein, pour 200 km. On l'a fait pour d'autres distances de transport également, et d'autres études de sensibilité ont aussi permis de conforter les résultats. Alors, ça peut être sur la profondeur de pose, les espacements des regards de visite, notamment. On a fait un cas, je crois, à 40 on a dû descendre à 40 mètres entre regards pour voir quelle incidence ça pouvait avoir. Des paramètres de mise en œuvre type exfiltration, infiltration. Une étude aussi assez intéressante qui montre l'importance de la réutilisation potentielle de remblais. Donc on a voulu voir là un cas. Dans notre cas de base, on a un certain pourcentage de déblais qui sont réutilisés en remblais. Et là, on a voulu voir ce que donnait le cas où on apportait du matériau neuf entièrement. Hein. Donc, et là, avec des variations qui sont quand même importantes sur la phase de mise en œuvre. Voilà, bon, il y a d'autres études de sensibilité qui ont été faites, bien sûr, mais ça a permis vraiment de border les résultats de l'étude. Juste une petite précision de vocabulaire, hein, simplement. Les petits traits noirs, c'est pas la barre d'erreur, ça vous indique la fourchette haute, fourchette basse. Alors, on a... oui, là, c'est le tableau, voilà, de détails sur les impacts qui sont générés pendant la vie en œuvre, donc par année. Alors, les matériaux ont une donnée qui sont identiques pour chaque, hein, puisque là, on a joué on joue sur des taux justement d'infiltration, d'exfiltration, sur tout ce qui se passe, disons, en vie en œuvre a été homogène sur les différents matériaux, mais ces chiffres ont également été bien sûr déterminés dans l'étude pour permettre un calcul du cycle de vie complet, avec, je le rappelle, identifié ici les bémols sur voilà, la consommation d'eau et puis l'indicateur d'eutrophisation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors voilà une première présentation un peu plus complète, on va dire, sur le cumul des étapes de la construction initiale, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le cycle de vie complet. C'est un histogramme donc qui présente les étapes de la production des produits, leur transport, et puis la mise en œuvre. Hein. Donc vous avez ici pris en référence à un indice 1 les données du béton pour les différents indicateurs environnementaux, toujours avec l'identification de la consommation d'eau et de l'eutrophisation comme indicateur à prendre avec des pincettes, et puis pour les autres matériaux, leur valeur relative, hein, par rapport au béton qui a été fixé à 1. Alors il y a une précision ici, c'est que, on ne vous l'a pas évoqué encore tout à l'heure, mais on a pris deux cas de figure méthodologiques en fait, hein, pour prendre en compte le recyclage des matériaux dans l'étude. Alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail des méthodologies en analyse de cycle de vie. Ça peut en intéresser certains, probablement pas tout le monde. Mais en fait, on a pris un cas où
dans le cas où des tuyaux utilisaient des matériaux recyclés, on comptabilisait cet apport de matériaux comme un apport gratuit, c'est-à-dire on n'affecte pas d'impact à ce matériau qui va être utilisé gratuitement dans la production du nouveau produit, donc en l'occurrence du tuyau. Et puis un autre cas où cet impact, finalement, on le répartit, donc ce bénéfice, hein, cet avantage de disposer d'une matière valorisable, on le répartit équitablement entre la filière amont et la filière aval. Donc la filière amont qui a produit le matériau qui va être valorisé, et puis la filière aval, en l'occurrence la production de tuyaux, qui va le réutiliser. Hein. Donc on reste avec un bénéfice de ce recyclage qui est compté pour les deux, mais là on dit 50-50, c'est-à-dire 50% attribué, du bénéfice attribué pour chaque filière. Donc là en l'occurrence vous avez la présentation avec le cas de ce bénéfice où on répartit équitablement ce bénéfice entre les deux filières. Bien, on va vous montrer l'autre ensuite. Juste pour la bonne lecture, si on regarde ce schéma, comme Nicolas vous le disait, la référence, on l'a pris normalisée à 1 sur le béton, ce qui veut dire clairement que quand on est au-dessus du 1, on a plus d'impact environnemental, quand on est en dessous, on en a moins. Il y a quand même un bémol à apporter, enfin pas un bémol, mais une règle d'interprétation à avoir en tête, qui est que ces méthodes sont des méthodes qui certes sont très sophistiquées, mais qui ont leurs limites. Hein, et donc nous avons fait une deuxième présentation derrière, d'abord qui aura l'avantage de vous montrer, de vous permettre d'avoir les valeurs quantifiées et non pas uniquement des rapports, et ensuite qui va vous permettre de mieux comprendre comment on peut interpréter les résultats quand on passe d'une solution à une autre. Et Nicolas, vous expliquez les règles communément admises. Oui. Donc en fait, on considère, enfin en règle générale, on considère en ACV, on va dire un niveau de 20% comme étant de différence entre deux solutions comme étant significatif. Une différence de 20%, pardon. Alors plus récemment, suite à des débats entre experts sur le sujet, on en arrive maintenant à plutôt à retenir 20% pour les indicateurs, on va dire, qui sont énergétiques ou liés à l'énergie, et puis plutôt 30% pour les autres indicateurs sur lesquels, effectivement, il y a une part d'incertitude, on va dire, de contrôle sur les données qui est un petit peu moins bien assurée. Et donc, on a soit 20%, soit 30% qui est considéré comme significatif d'écart entre solutions. Alors, vous avez ce principe qui est repéré dans le tableau que vous avez là, où on a repéré, en fait, ce qui est significatif entre la meilleure solution et la solution suivante qui est rouge, et puis noir quand en fait le niveau n'est pas significatif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas conclure en ACV qu'il y a réellement, au vu des hypothèses retenues, etc., qu'il y a réellement une différence entre les solutions. Voilà, ce qui veut dire concrètement que si vous regardez par exemple, je vais vous prendre l'avant-dernière ligne qui est l'acidification atmosphérique, on pourrait essayer d'établir des hiérarchies, elles ne seraient pas significatives. Par contre, vous prenez la première ou la deuxième ligne, effectivement, le niveau des écarts est suffisant pour prendre en compte, je dirais, les incertitudes de la méthode. Voilà. Alors, Nicolas vous l'a dit, il y avait deux hypothèses de valorisation ou de pas de valorisation, je dirais, des matières recyclables. C'est un point qui est très sensible, hein, le recyclage. Et donc on se devait de vous présenter, je dirais, un petit peu ces enjeux-là. Donc on va vous montrer les résultats, les résultats suivants, et vous verrez que, en définitive, certes, les chiffres bougent, mais finalement, les codes couleurs, hein, donc l'interprétation, je dirais, qualitative, n'est pas sensiblement modifiée. Bien. Je vous avais promises, les voilà. Comme nous vous avons présenté uniquement les résultats synthétisés pour les 3 premières étapes du cycle de vie, pour ne pas rentrer dans des hypothèses qui pourraient être très controversées sur les durées de vie. Nous vous avons présenté l'ensemble des données qui permettent les calculs. C'est pour ça qu'on a fait une calculatrice ensuite pour le béton, pour pouvoir ensuite je dirais, cumuler tout ça quand on a les données. Donc voilà tout simplement les formules qui permettent de pouvoir utiliser les tableaux qui sont présentés.
Pour conclure, je voulais vous indiquer que cette étude a été soumise à une revue critique. Alors une revue critique, c'est quoi? C'est de dire, puisque l'on s'intéresse à un certain nombre de produits, puisqu'on s'intéresse aux impacts environnementaux générés par différents acteurs, il est bien logique de les associer autour de la table, de leur présenter les résultats et de discuter avec eux la pertinence ou non de ces résultats. C'est ce que nous avons fait, hein. C'est une règle de bonne pratique, je dirais, que nous avons fait. Il y a une démarche encadrée normativement, hein, sur ces revues critiques. Et donc nous avons, comme je vous l'avais dit au départ, hein, cette étude, nous l'avons, je dirais, commanditée et réalisée en grande partie pour le béton, mais nous avons fait vérifier nos données ainsi que celles de tous les autres produits par PwC. Et puis, au-delà de ce partenariat avec un prestataire extérieur, nous avons donc réuni sous l'égide de Madame Hugrel de Bleu Safran, qui est experte, je dirais, en ACV. Nous avons réuni une revue critique, hein, qu'elle a menée, hein, c'était de sa responsabilité. Et donc, nous avions invité autour de la table, je dirais, les représentants des différentes filières de produits. Hein, comme vous le voyez, il y avait le béton, il y avait le grès, il y avait le plastique, il y avait le PRV. Et puis, il y avait également les canalisateurs de France, hein, puisque nous avons traité de la mise en œuvre, il était bien logique de les associer, et la Lyonnaise des Eaux, qui était là, je dirais, plus pour la casquette vie en œuvre, hein, et éventuellement pour voir si notre prudence de ne pas prendre la durée de vie, par exemple, des canalisations, était raisonnable ou non. Voilà, donc l'étude a fait l'objet d'un avis motivé de ces différentes parties, hein, et donc nous nous sommes engagés, parce que c'est la règle, hein, quand on diffuse les résultats de cette étude, à diffuser également, hein, les résultats de la revue critique. Alors évidemment, notre présentation là, ici, n'a pas permis de présenter l'ensemble de l'étude, mais vous l'avez vu pour un certain nombre de points, par exemple la consommation d'eau, l'eutrophisation, nous avons insisté sur un certain nombre de points méthodologiques qu'on n'avait pas forcément identifiés au départ, nous, dans notre étude, hein, c'est tout l'intérêt d'une revue critique, hein, et qui ont permis, je dirais, d'améliorer l'étude, hein, de la même façon que l'impact transport pouvait être un sujet important. Il était important de se mettre d'accord sur des distances de référence, il était aussi important de faire des études de sensibilité pour voir si finalement ces choix avaient un impact ou n'en avaient pas, devaient être modifiés ou ne devaient pas être modifiés. C'est cette démarche que l'on a voulu faire, et j'espère que la présentation que nous en avons faite était suffisamment claire. Pour cette présentation très complète, on va effectivement passer à un temps d'échange donc avec les participants qui nous ont suivis en ligne. Je vais faire quelques modifications dans la salle pour qu'on puisse bien voir les questions. Donc, je vous demande juste une petite seconde. Je vais revenir visuel là, puisque j'ai eu quelques petites difficultés avec l'outil. Alors, j'étends le module de questions-réponses et je prends la première question que je vous relais à l'écran également. Donc, une question de Patrick Dupin. Patrick Dupin est donc directeur commercial des réseaux d'eau usée, je pense. Je le traduis mot pour mot, hein, puisqu'il m'a indiqué Sewage Marketing Manager. Donc, je traduis comme ça. À Saint-Gobain-PAM. Sa question est la suivante: pourquoi ne pas avoir considéré la fonte ductile pour la comparaison des matériaux? Je dirais tout simplement parce que c'était pas forcément la priorité de nos industriels commanditaires. Voilà.
Sauf erreur de ma part, Pont-à-Mousson a entrepris de son côté une démarche très complète. Enfin, j'avoue que je n'ai pas assisté aux présentations détaillées, mais je sais que ça a été présenté notamment par exemple à l'AST, etc. Je crois que vous disposez d'un outil, etc. Il nous paraissait, je dirais, inutile de compléter cette approche. Voilà, les données existent, nous n'avions pas besoin de les approfondir. À présent, une question de Didier Meurs, DST au CIARP. Bonjour, les tuyaux fonte n'ont pas été intégrés dans cette étude? Eh bien, je vous fais la même réponse. Donc, vous avez un remerciement de Monsieur Dupin. Alors, pour le moment, j'ai pas d'autres questions. Donc on va patienter un petit peu. C'est toujours un peu long de taper sa question sur le clavier. Donc je laisse un petit temps pour que les participants le fassent. Moi, j'avais peut-être une remarque, mais alors en tant que vraiment néophyte sur la question. Dans les médias, on entend parler du béton, un béton qui émet énormément de gaz à effet de serre au moment où il est produit. On parle aussi de la raréfaction du sable. Voilà, c'est ce qu'on entend dans les médias. Est-ce que ces résultats justement prouvent qu'en fait c'est pas, il y a pas une image aussi négative du béton? Alors, je dirais, oui, cette étude, elle a pour but de rentrer un peu de rationalité dans ses propos. Ceci étant dit, il y a toujours une part de vrai et une part de faux dans tout ce qui est annoncé sur les performances des produits. Il est clair qu'il faut consommer un minimum d'énergie pour pouvoir produire du ciment et du béton ensuite. Regardons les résultats, je dirais, alors sur énergie, vous me tendez une perche, j'aurais jamais osé la présenter tout seul, mais enfin merci de me l'avoir tendue. Quand on regarde les tableaux qu'on vous a présentés avec nos codes verts et nos codes rouges, en tout cas pour les canalisations d'assainissement, je vous ai dit, moi je veux pas me focaliser sur le matériau, je veux me focaliser sur l'unité fonctionnelle. C'est un indicateur où, je dirais clairement, l'écart est clairement creusé avec les autres et s'il y a un point fort des produits en béton à mettre en avant, c'est celui-là. Voilà. Bon. Après, vous me posez la question changement climatique. Eh bien, changement climatique, regardez les résultats et vous verrez que changement climatique, eh ben, on n'est pas aussi bien positionné, et donc on peut comprendre qu'il y a des gens qui s'interrogent sur notre positionnement sur le changement climatique. Voilà, c'est l'avantage, je dirais, de cette étude, c'est de pouvoir dire, ben voilà, on se positionne à tel endroit. Très bien, merci. Vous avez à nouveau une question de Monsieur Meurs. Le comportement des tuyaux vis-à-vis de la nature du sous-sol a-t-elle été prise en compte? Présence d'une nappe phréatique, milieu tourbeux, etc. Je pense que vous en avez dit quelques mots. Alors, j'en ai dit quelques mots en disant que nous sommes partis, je dirais, sur des sols non agressifs qu'on rencontre dans la plupart des cas. Alors, effectivement, et je suis parti, effectivement, notre étude s'est posée aussi sur la base des recommandations du fascicule 70, mais je dirais des recommandations là aussi pour les réseaux les plus classiques. Le jour où vous vous trouvez dans un sol qui nécessite un traitement particulier, soit pour sa portance, soit pour son agressivité, parce que vous êtes à proximité, je dirais, d'un complexe chimique et que donc il faut évidemment prendre en compte les risques de pollution par perméation dans certains matériaux. Bah oui, ces cas un petit peu particuliers, effectivement, on les a pas pris en compte. Et je dois avouer humblement que dans l'utilitaire, l'écologiciel que nous avons fait, nous avons permis de prendre en compte un certain nombre de paramètres et de variations de paramètres. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pris en compte, par exemple, je dirais des problèmes tels que vous les exposez.
Donc, pas de chance, les gens qui vont devoir poser des produits dans des environnements tels que vous les prévoyez, ils n'auront pas l'ensemble de la réponse. Je dirais c'est la limitation nécessaire d'une telle étude. Hein, on n'a pas pu tout embrasser. Merci pour votre réponse. Alors, vous avez les remerciements de Monsieur Meurs. Je vous les transmets, c'est toujours important. Merci. Une nouvelle question de Monsieur Dupin. Comment expliquez-vous les résultats du grès, le moins bon de tous au niveau de l'impact? Est-ce que vous avez des éléments à nous donner là-dessus? Je dirais, on s'est basé sur les données européennes de fabrication. On n'est clairement pas des spécialistes du grès au niveau de l'industrie du béton. C'est tout l'intérêt d'ailleurs ensuite de pouvoir mettre autour de la table, je dirais, les parties prenantes. Hein. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de se dire, à partir du moment où on prend, je dirais, des données disponibles du grès, on veut être sûr qu'elles ont été prises correctement. La revue critique était là pour ça. Donc, la seule chose que je peux vous répondre, je comprends que ce soit un peu insatisfaisant ou à côté de la plaque, c'est on est, je dirais, relativement confiant dans ces données. Hein. Maintenant, l'explication de détail, je ne saurais pas vous la donner. Pas de nouvelles questions pour l'instant. Alors, ça m'a peut-être échappé, mais est-ce que vous pourriez revenir sur l'intérêt finalement pour le CERIB et ses partenaires de réaliser cette étude? Est-ce c'est pour avoir une idée du placement du béton par rapport à d'autres matériaux en termes d'impact environnemental? Alors, je dirais l'intérêt, on peut en voir plusieurs. Hein. L'intérêt, c'était de pouvoir répondre à votre première question, hein, qui était de dire, il se dit beaucoup de choses sur le béton, est-ce que c'est vrai pour les produits d'assainissement en béton, hein, donc ça c'était une chose qui était importante. Hein, donc comme je vous l'ai dit, hein, dans ces considérations générales sur du béton, il y a des choses qui sont un petit peu vraies, il y a des choses qui le sont beaucoup moins. Hein. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on est très bon en énergie. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'est pas du tout décroché en CO2, même si on n'est pas les meilleurs en CO2. Voilà. Hein, bon, c'est pas le point fort du béton, mais ceci étant dit, on n'a pas, vous verrez que vous voyez dans les tableaux qu'il n'y a pas d'impact significativement supérieur aux autres solutions. Hein, voilà. Donc ça c'est ça c'est répondre, je dirais, à donner la bonne information. Hein. Un deuxième point qui est important, comme je le disais au début de la présentation, c'est que de toute façon, qu'on ait envie de le faire ou qu'on n'ait pas envie de le faire, les gens avancent. Hein. Je donnais l'exemple du guide méthodologique de l'ASTE sur les services de l'eau et de l'assainissement. Alors c'est beaucoup plus large, hein, parce que ça va rentrer également les stations, etc. Mais dans le service de l'assainissement, il y a aussi une petite part de canalisation. C'était notre contribution, alors peut-être à la révision de l'ouvrage, hein, puisqu'on n'était pas dans l'ouvrage proprement dit, de dire, écoutez, si des fois vous voulez creuser ce sujet-là côté canalisation, au moins on vous donne un certain nombre de valeurs, au moins on sait que celle-là, nous on y adhère. C'était peut-être d'ailleurs celle-là qui avait été prise dans l'approche, hein, je n'en sais rien. Maintenant, on pourrait très bien aussi comprendre qu'ils nous disent, mais attendez, quand on a regardé, les canalisations sont complètement négligeables sur notre approche, merci beaucoup, mais ça ne nous sert à rien. J'ai pas l'impression, hein, quand on a eu des contacts avec notamment la Lyonnaise des Eaux, ils étaient très intéressés par l'approche. Et puis il y a une composante qu'il faut pas oublier, c'est que de toute façon, il y a une forte pression, je dirais politique, mais qui s'est traduite par une pression de marché. Hein. Il y a de plus en plus dans les marchés une clause environnementale qui va pondérer en partie l'attribution des marchés sur... alors c'est libellé de façon très différente de marché à marché, hein, mais globalement une clause environnementale, hein, qui peut amener à, suivant le degré d'exigence du client, suivant son degré de connaissance aussi,
soit à produire carrément des résultats d'impact environnementaux généraux. C'est ce qu'évidemment on préférerait parce que nous pensons qu'il est très réducteur de se concentrer uniquement sur un des paramètres, qui des fois, hélas, se concentre sur un seul des paramètres. Face à cette réponse, de toute façon, on avait, je dirais, une claire demande technique. Les gens en avaient besoin. Je connais pas le produit dans son détail, donc je veux ni en faire la publicité, ni ne pas en faire la publicité, mais juste pour montrer que c'est une source d'intérêt commun. Je dirais, Canalisateur de France a développé un outil. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, et bon, mais ceci étant dit, on a eu quelques contacts avec eux. Et puis j'espère et j'en doute pas, je pense qu'ils ont dû prendre en partie les résultats de notre étude, puisqu'on les avait associés à la revue critique, c'était aussi pour leur expliquer notre démarche. Donc voilà, ça fait aussi partie des choses qui sont importantes pour nous. On s'est senti un petit peu, je dirais, précurseur dans cette approche, je dirais, multimatériaux. Les canalisateurs le font. Bon, et puis sans doute que dans les années à venir, il y aura des discussions pour savoir si on a pris les choses correctement. Monsieur Dupin posait la question pourquoi pas la fonte. Je répondais, je crois que la fonte a aussi pris cette démarche-là, tant en eau qu'en assainissement. Enfin, je ne veux pas parler à sa place. Voilà, c'est une démarche générale et on s'inscrit dedans. Merci. Une question à présent de Jérôme Musy, qui est technicien SPANC à la communauté de communes de Bernay et des environs. Je vous affiche sa question à l'écran, et puis je la lis. Votre étude est-elle objective? J'ai l'impression que les avantages du béton ont été comparés aux défauts des autres matériaux. Peut-être qu'il faut revenir un petit peu sur la revue critique. Voilà, alors je reviens sur les choses. Ce que je vous ai expliqué, c'est que d'abord, pour que la comparaison soit claire et qu'on parle de choses bien précises, j'ai pris le soin de vous expliquer en détail l'unité fonctionnelle prise. Ça veut dire qu'on répond tous au même objectif pour un réseau. D'accord? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, ayant choisi ces hypothèses, quand il y avait des variations possibles, nous avons, dans le cadre de l'étude, fait les études de variation, comme je vous le disais, alors tant pour le matériau recyclé que pour les taux de fuite, que pour les profondeurs de remblai. On ne vous a pas présenté le détail des résultats ici, parce que sinon il fallait faire une journée, il ne fallait pas faire une heure. Ce que je peux vous dire en résumé, c'est ce que je vous ai déjà dit d'ailleurs, c'est que globalement, si on s'en tient au code couleur, je dirais vert-rouge, il change très rarement. En faisant ces études de sensibilité, les chiffres peuvent changer, mais globalement, l'approche qualitative d'un matériau à l'autre ne change pas. Et puis, ça vous était rappelé, effectivement, il y a eu une revue critique. La revue critique, c'est de dire je pose tout sur la table. Quand je dis je pose tout sur la table, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que l'expert analyse de cycle de vie qui menait la revue, Madame Hugrel, a eu accès à tous les calculs et à toutes les données. Elle a été chez PwC, elle a regardé quelles hypothèses ils avaient pris, comment ils les avaient moulinées. Donc il y a eu un travail technique de vérification. Et puis, je dirais tous ceux qui étaient autour de la table, et tous les matériaux y étaient, et ont pu nous faire part de leurs limites. On vous présentait par exemple le taux de prise en compte, la façon de prendre en compte le recyclage. C'était une préoccupation. Si vous regardez les résultats, ça ne change pas grand-chose de notre point de vue, mais ceci étant dit, si c'est une préoccupation des gens et d'être sûr que ça change ou pas, la meilleure façon de savoir si ça change, c'est de faire le calcul et de le voir. Voilà. On nous a posé la question mais attendez, nous on est monocyte, alors on est basé... je ne sais pas où, dans le nord de la France ou en Lorraine, alors vous nous pénalisez parce que vous prenez une distance trop importante. On a fait l'étude de sensibilité en disant, bon, allez, on met tout le monde à la même distance, on livre tous à la même distance, qu'est-ce que ça donne? Vous l'avez vu là avec les petites barres, de la fourchette mini maxi. Oui, ça change un petit peu, mais vous avez vu que globalement, on était à la marge. Voilà, donc on n'a absolument pas voulu... On a fait tout ce qu'il fallait pour ne pas faire une étude à charge et démonstrative.
Voilà. Bon, maintenant, si vous nous dites qu'à quelques pourcents près, on s'est trompé sur certaines valeurs, c'est possible. Merci. Alors, deux petites questions de Monsieur Dupin, une plutôt pratico-pratique. Pouvons-nous obtenir une copie de l'exposé? C'est vrai, je ne l'ai pas dit en tout début de présentation, mais cette webconférence est filmée et donc vous aurez la possibilité de la revisionner. De même, j'ai, je crois, l'accord des intervenants pour diffuser le support de présentation à l'issue de cette webconférence. Donc, en principe, tous ces éléments seront à votre disposition. Il y a également une autre demande d'Olivier Saison, qui est chef de projet chez Sepia Conseil. Comment se procurer l'étude complète? Est-ce que cette étude va être prochainement publiée? Sous quel format? Vers quel public? Est-ce que c'est prévu? Alors, quand on fait une étude comme ça, on s'engage quand on fait une étude comparative et qu'on fait une revue critique, à partir du moment où on commence à parler des autres, tant qu'on parle de soi, ça va, on fait ce qu'on veut. À partir du moment où on parle des autres, on se doit à la transparence. Donc on se doit de mettre à disposition cette étude. Honnêtement, quand vous regardez l'étude, c'est un gros pavé de 200 pages avec beaucoup de chiffres, donc clairement on ne va pas la faire publier, pas même aux éditions Erol. Mais par contre, il suffit de nous contacter et puis cette étude, commencez à engager la mettre à disposition. Si vous voulez en voir les résultats, vous pouvez en voir les résultats. Et donc elle sera disponible dès aujourd'hui, Et donc il faut nous contacter au CERIB et puis on trouvera une solution. D'accord, très bien. Et donc la question de M. Dupin, c'était de savoir s'il y avait des données concernant les matériaux composites polymères concrètes. Donc polymères concrètes, c'est polymère avec béton, hein, c'est ça? Oui, non. Il n'y a pas de données. Alors effectivement, on aurait pu en prendre, c'est vrai. Hein, s'il n'y en a pas, je vais vous donner deux raisons. Je ne sais pas si elles sont bonnes ou si elles ne sont pas bonnes. La première raison, c'est que dans l'industrie du béton telle qu'on la connaît, c'est pas une solution qu'on développe à l'heure actuelle en France. Donc effectivement, on n'a pas pensé à prendre cette donnée en compte, voilà, d'une part, mais c'est vrai qu'il existe ce type de tuyaux dans d'autres pays, et je dirais, étant marginal sur le marché, on les a pas pris en compte, voilà, tout simplement. Alors est-ce qu'il y a des données sur ces produits? Nous, on n'en a pas. Est-ce qu'ils en ont? Je ne sais pas. Très bien, donc c'est un parti pris de ne pas traiter ce type de matériaux. Vous avez une question à présent de Patrick Nock, qui est DST au syndicat intercommunal de Sud de la Côte-sous-le-Vent. Donc c'est, si je ne me trompe pas, un syndicat de Guadeloupe, j'espère ne pas me tromper. Donc finalement, voilà, d'outre-mer. Et sa question est la suivante: comptez-vous approcher ces paramètres dans les milieux tropicaux à fort risque sismique, entre autres? Donc, directement, voilà, une question directement liée au territoire de Monsieur Nock. Je ne sais pas quoi vous répondre. En tout cas, on ne l'avait pas envisagé à ce jour, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci de l'idée. Bon, si vous avez des propositions et que vous pouvez nous aider à avancer dans ce sujet, on peut échanger après cette conférence sur ce sujet-là, mais voilà, j'ai pas de réponse. Et c'est vrai, si je peux me permettre donc de compléter, hein, c'est vrai qu'on a souvent des remarques, hein, de la part des agents qui travaillent en Outre-mer sur des études prenant en compte leurs spécificités, les climatiques notamment, et bon. Alors voilà. On aurait dû dire que c'était pas le marché français, c'était le marché de la France métropolitaine, excusez-moi. Alors, merci tout de même pour votre réponse. Pour l'instant, pas de nouvelles questions, donc je renouvelle mon appel. Hein, n'hésitez pas, profitez-en. Hein, dites-nous ce que vous pensez de cette étude. Faites-nous part de vos questions. Moi, du coup, j'en profite, hein. Tant que j'ai pas de questions en ligne. Je vais un petit peu dans la continuité de ma précédente question. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de renouvellement des réseaux, finalement, on utilise moins
enfin le béton est moins utilisé? Est-ce qu'il y a, voilà, il y a des chiffres là-dessus? Où en est en fait l'utilisation du béton pour les réseaux d'assainissement par rapport aux autres? Est-ce que je vous colle? Oui, alors moi personnellement, vous me collez. Je pense que je peux parler pour Nicolas aussi en disant que vous me collez. Voilà, je dirais le CERIB, on est un centre d'études où effectivement on a des relations, je dirais, très proches avec l'industrie du béton. Est-ce qu'on est un peu professeur tournesol ou pas, je sais pas, mais en tout cas, les chiffres de marché ne sont pas forcément les choses qu'on maîtrise le mieux, donc je ne sais pas vous répondre. D'accord, pas de problème. Je vais laisser une petite minute à nos participants pour leurs questions. Et voici une question. Une question de Monsieur Meurs. Je rappelle qu'il est DST au SIARP. Pensez-vous qu'il y ait des différences notables en comparant des diamètres inférieurs ou supérieurs à ce prix pour cette étude? Alors, je l'ai évoqué mais en une phrase au départ, je ne l'ai pas dit suffisamment et comme je n'ai pas présenté les résultats, c'est logique que vous posiez cette question. Notre étude, elle portait sur le 400, elle portait également sur le 600. Donc on a refait exactement tout. Tout ce qu'on avait fait sur le 400, on l'a refait sur le 600. Et là, je vais vous dire, un peu comme les études de sensibilité, le qualitatif reste le même. Hein. Les chiffres, évidemment, sont différents. Alors, en valeur absolue, bien évidemment. En comparatif, également. Mais je dirais, là où les tuyaux de 400 avaient des avantages dans un matériau pour une étape du cycle de vie, ils les conservent. Là où ils étaient équilibrés, ils restent équilibrés. On n'a fait que 400 et 600. On a notre intime conviction sur l'extrapolation de la chose. Mais ceci étant dit... comme il nous a été demandé en revue critique de nous borner à porter une communication sur le 400 et sur le 600, sur le comparatif, je ne peux pas vous en dire plus. On sait extrapoler on sait, je dirais, généraliser ces résultats et les quantifier pour nos propres produits, qui sont les produits en béton. Et d'ailleurs, dans la calculatrice, ou dans l'écologiciel que je vous présentais tout à l'heure sur les solutions béton, on peut faire des diamètres de 300 à 800 pour adapter finalement ces données environnementales. Voilà, on s'est limité au béton. C'est un engagement, un gentleman agreement avec les gens en disant écoutez, nous on peut vous dire ce qu'on pense de votre étude, mais on vous demande de ne pas faire d'extrapolation ou d'interpolation hâtive. Comme on nous l'a demandé, on l'applique. Donc si je comprends bien, votre écologiciel, il ne fonctionne que pour le béton. Vous n'avez pas comme objectif d'en proposer à vos concurrents, entre guillemets, pour d'autres types de matériaux. Alors ce serait dommage d'avoir fait cette étude et de ne pas avoir l'écologiciel de comparaison. Donc nous on l'a. Au CERIB, il n'y a pas de problème. On a cet écologiciel et on sait comparer le 400 et le 600. Ça nous permet aussi éventuellement, je dirais, de faire des comparaisons sur les autres diamètres. On est sûr de notre donnée de référence sur le béton. Peut-être qu'on prendrait un petit peu des risques sur les interpolations des autres diamètres. Et donc c'est notre outil pour l'instant au CERIB. Donc il n'y a pas vocation à en proposer un pour d'autres matériaux. Non. Vous travaillez pour vous, c'est logique. Voilà, on ne s'est pas encore posé les questions. Alors maintenant, je dirais, il y a des choses comparatives qui arrivent sur le marché. Hein. J'évoquais Canopée. C'est sûr que quand Canopée de canalisateur va sortir, nous, ce qu'on va faire, c'est de regarder si on trouve la même chose que ce qu'on trouve avec le nôtre. Mais ils l'ont sans doute fait, puisqu'ils avaient nos données en 400 et 600. Je trouverais ça quand même bien s'ils arrivaient à retomber sur nos données, ou alors qu'ils nous appellent pour nous expliquer pourquoi ils ne retombent pas dessus. Ça permettrait de vérifier qu'il y ait une certaine cohérence. C'est l'avantage de travailler en groupe, voilà. Très bien, merci pour cette réponse. Vous avez aussi les remerciements de M. Meurs.
Homoers. Et je n'ai pour l'instant aucune autre question. Je propose qu'on attende une dernière, voilà, une dernière question, si vous en êtes d'accord, bien sûr. Puisque donc on a commencé il y a déjà 1h30. Donc c'est... Ah. Donc, alors ce n'est pas une question, hein, c'est plutôt un commentaire de Monsieur Lehambre. Monsieur Lehambre, Damien Lehambre, responsable hydraulique à la SOR. Merci de votre conférence. La forme webconférence me semble convenir. Le message passe bien. Cordialement. Voilà. Mais ce sera peut-être le mot de la fin. Hein. Ça conclut assez bien ce temps d'échange que nous avons eu donc, autour de votre étude. Avant de nous quitter, je remercie à nouveau mes intervenants d'aujourd'hui et puis les participants pour leur présence. Vous allez avoir à l'écran un petit questionnaire de satisfaction qui va apparaître. Je vous remercie de prendre quelques minutes pour le répondre.